Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous passez bien évidemment un bon week-end. Alors, cette semaine, pas mal d'activités, notamment également la semaine dernière, donc j'espère que vous avez quand même pu un petit peu en profiter. En tout cas, les traders se sont régalés, je me suis régalé, on s'est régalé également dans le groupe, pas mal de pépites qui ont bien explosé. Donc c'était assez étonnant de voir un petit peu ces mouvements-là, pas mal d'excitation. On va en parler dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. Aujourd'hui, on parlera pas forcément de ça. On va faire une vidéo pour compléter la première vidéo que j'ai faite sur le sujet chaud bouillant crypto.com. Alors, dans la première vidéo, j'avais exposé pas mal de premières questions que moi je me posais, à laquelle j'avais pas forcément beaucoup de réponses, et on va s'efforcer en fait dans cette vidéo d'apporter un petit peu plus d'informations, sachant que je n'ai toujours pas en fait de réponses claires et précises et officielles sur pas mal de questions que je me pose. Alors dans cette vidéo, je pense que vous l'avez remarqué, il y a eu pas mal d'émotions. Apparemment c'est un sujet qui est un petit peu touchy, j'ai envie de dire. On n'a pas trop le droit en fait d'en parler, sauf si c'est pour bien en parler. Je savais pas en fait qu'il y avait des sujets comme ça, on n'avait pas le droit en fait de dire des choses. Apparemment ça a dérangé certaines personnes, c'est pas forcément grave. Moi vous me connaissez, je fais des vidéos en fait dans lesquelles je donne mon avis, c'est pas des vidéos qui sont aseptisées où je vais juste en fait donner de l'information brute. Non, je vais aller quand même un petit peu plus loin, et c'est justement très souvent pour ça que certaines personnes ne sont pas contentes. Mais c'est pas grave, honnêtement, on s'en fiche complètement. Alors, dans la première vidéo, il y avait effectivement quelques petites erreurs, donc je vais juste rapidement revenir dessus et après on va vraiment attaquer dans le fond de la vidéo. Alors déjà 50 MCO, ça n'équivaut pas à 6 euros comme j'ai pu le dire, mais bien 180 euros à peu près en fonction de l'évolution bien évidemment du cours du MCO. J'ai confondu avec la valeur du CRO. Le paiement de l'affiliation, donc les 50 $, se fait en MCO et non pas en CRO. Ensuite, c'était à peu près tout en fait, en l'occurrence en termes d'erreurs. Après, on m'a remonté d'autres erreurs qui ne sont pas en fait des erreurs. Mais bon, certaines personnes, comme j'ai pu vous le dire, étaient pas trop contentes que je pose des questions qu'ils avaient peut-être pas trop envie en fait que je pose. Donc ils ont essayé en fait de décrédibiliser un petit peu la vidéo, ça m'a fait quand même bien marrer. Donc ils m'ont dit non, tu mens, tu dis n'importe quoi, c'est faux, c'est pas 3 $ en fait pour retirer les fonds. Ben si, je suis désolé en fait. Ces 3 $ en fait, moi j'ai regardé pour le Bitcoin, c'est bien 0.0004 BTC, ce qui fait 3 $. Ce que j'ai pas précisé, c'est juste qu'en fait, les frais sont variables en fonction des cryptos. Ensuite, il existe apparemment, je ne le savais pas, un portefeuille non-custodian. Bon après, pour ma défense, c'est hyper récent, il vient tout juste en fait de sortir. Donc il existe bien un deuxième portefeuille grâce auquel vous avez un contrôle de vos clés privées. Oui, mais, il y a un mais bien évidemment, c'est que si vous voulez utiliser les services de crypto.com, donc via leur carte de débit, leur service Earn qui justement fait beaucoup parler, et c'est justement ça en général qui attire beaucoup de personnes, vous devez renoncer au contrôle de vos clés privées. Que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est comme ça. Si vous voulez en fait profiter en fait de services comme ça, vous déléguez le contrôle de vos clés. Point barre, il n'y a pas en fait de discussion. Il y a juste un deuxième portefeuille qui agit en fait comme un portefeuille lambda en fait, comme par exemple le Trust Wallet de Binance, comme par exemple le portefeuille Jax qui existe depuis très longtemps, comme l'Exodus et tout un tas en fait de portefeuilles qui vous permettent d'avoir un accès aux clés privées. Mais vous pouvez faire quoi avec? Juste envoyer et recevoir, rien de plus. Si vous voulez ensuite accéder à tous les services de crypto.com, vous devez transférer vos cryptos sur l'application principale et donc vous renoncez au contrôle de vos clés privées. Et ensuite, on m'a juste remonté qu'apparemment la carte n'était pas encore disponible au Canada. Bon, apparemment, j'ai pas eu les bonnes informations, donc je remonte juste ce qu'on m'a dit. Et petite précision par rapport au Syndicate, qui est leur opération marketing pour inciter les gens à utiliser en fait leur plateforme d'échange, donc leur nouvelle plateforme d'échange, parce qu'ils vendent au rabais pas mal de crypto-monnaies. Donc c'est en fait à chaque fois des opérations marketing. Donc pour en profiter, il faut staker, donc bloquer un certain nombre de CRO. Alors c'est au moins 10 000 CRO et il faut les bloquer pendant au moins 6 mois. Donc 10 000 CRO, ça fait 1 000 euros.
Et ensuite, il faut savoir que plus vous voulez acheter de crypto justement au rabais, plus il faut bloquer de CRO. Donc au final, si on regarde la valeur en fait qu'il faut bloquer en CRO et combien est-ce qu'on pourra acheter, au final, c'est plus si intéressant que ça. Donc là, ça s'apparente plus à une magnifique opération marketing parce que tout le monde en parle, tous les médias en fait relaient à chaque fois les news. Donc pour eux en fait ça leur fait limite de la pub gratuite quand les tokens sont donnés par les projets directement. Mais en l'occurrence, les opérations qui visent à vendre au rabais par exemple du Bitcoin ou de l'Ether, je pense pas en fait que Satoshi leur ait envoyé gratuitement comme ça des Bitcoins. Je pense pas que Vitalik leur ait envoyé de l'Ether. Donc là pour le coup c'est bien un coût pour crypto.com, sachant que ces opérations là pour le Bitcoin et l'Ether, c'est ce qui leur coûte à mon avis extrêmement cher parce que on parle quand même au total de 365 Bitcoins qui ont été vendus avec des réductions qui peuvent aller jusqu'à moins 50%. Donc je suis désolé, mais là en fait il y a un coût pour crypto.com de plusieurs millions de dollars. Est-ce que ça fonctionne? Bah écoutez, moi, comme j'ai pu vous le dire, pas vraiment. Il suffit en fait juste de regarder le volume d'échange sur leur plateforme pour voir que oui, tout le monde en parle, oui, tout le monde crée un compte, mais personne s'en sert. Après avoir justement profité des crypto-monnaies au rabais. Donc je suis vraiment pas certain en fait que ce type d'opération marketing réussisse vraiment à attirer des gros portefeuilles. Pourquoi? Parce que honnêtement, de vous à moi, ce type d'opération, ça attire en général les personnes qui sont avides d'argent facile. Parce que oui, on peut acheter en fait du Bitcoin à moins 50%, alors sous condition, bien évidemment. Mais ça attire qui? Enfin, j'ai envie de dire, ça attire qui? Ça attire pas en fait les gros portefeuilles. Ils en ont rien à faire en fait d'acheter des crypto-monnaies avec des réductions. Si en plus il faut bloquer un nombre assez important de CRO. Donc au final, c'est une prise de risque parce que si le CRO perd de la valeur, eh bien au final, vous pouvez gagner en fait d'un côté pour perdre de l'autre. Et sachant qu'ils sont bloqués 6 mois, vous ne savez pas en fait dans 6 mois où est-ce que sera le prix en fait du CRO. Donc vous prenez un risque en plus de ça. Donc c'est pour ça que je pense que honnêtement, c'est pas forcément la meilleure des manières pour attirer du monde. Pour moi, il faut être innovant. Il faut apporter en fait des services innovants. Ça, c'est pas un service innovant, c'est juste du marketing. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Regardez le volume tout simplement et puis vous aurez un avis par rapport à ça. Voilà. Moi, honnêtement, je pense que j'ai rien de plus à dire par rapport à ça. Alors, ensuite, on passe aux questions. Donc deux questions qu'il faut vraiment se poser, mais c'est pas en fait que pour ce projet. Ce sont en fait des questions qu'il faut se poser en fait à chaque fois que vous voulez investir dans un projet. Il faut en fait se poser ces questions-là. Donc là, je fais en fait l'exercice pour crypto.com, mais il faut le faire à chaque fois. C'est pas uniquement pour ce projet-là. Se poser en fait des questions pertinentes vis-à-vis du business model. Comment fonctionne l'entreprise? C'est ça en fait qu'il faut se poser comme question, parce que si vous voulez acheter du CRO ou du MCO, je pense que c'est important de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Si vous voulez prêter vos fonds à crypto.com, parce que vous les prêtez, même vous leur donnez en fait pratiquement, parce que vous le verrez après, il n'y a pas vraiment en fait de conditions qui vous protègent. Donc c'est vraiment vous les donnez et vous espérez en fait qu'ils vous les rendent. Alors bien sûr que pour l'instant tout fonctionne bien, mais il faut bien tout regarder en fait méticuleusement. Quand vous prêtez de l'argent ou vous donnez de l'argent, c'est important en fait de savoir qu'est-ce qu'ils font avec. Et là pour le coup, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors la première des questions qui n'a malheureusement pas eu de réponse, il y a juste des suppositions. On spécule en fait sur ce qu'ils font. Il n'y a pas de document officiel qui explique qu'est-ce qu'ils font avec votre argent, avec vos cryptos. La question, c'est comment est-ce que on peut offrir aujourd'hui un rendement qui varie entre 4 et 20% sur des actifs qui ne sont pas prêtés. Donc oui, en fait, crypto.com fait du prêt de stablecoin. Donc ça veut dire que si vous voulez emprunter des stablecoins, vous pouvez le faire en mettant effectivement en collatéral un certain nombre de cryptos. Très bien. Donc là, effectivement, ça veut dire que ceux qui vont prêter des stablecoins, ils peuvent recevoir une rémunération vu qu'ils vont être prêtés également à d'autres personnes. Donc là, c'est cohérent. Mais pour les stablecoins, je veux bien. Pour tout le reste, ça pose problème parce qu'ils génèrent du rendement surtout sur du Bitcoin, sur du CRO. Et là, on monte à plus de 18%, voire 20% même au maximum du maximum. Le MCO, par exemple, on est à plus de 6% également. En fait, la plupart des cryptos, on est à 4 voire 6% de rendement annuel. Alors que, avec leur service en tout cas public, ils ne prêtent pas ce type d'actifs. Donc comment est-ce qu'ils génèrent du rendement avec? C'est une question qui se pose. Et malheureusement, il n'y a pas de réponse précise officielle
en tout cas qui est disponible au grand public. Donc, quelles sont les suppositions? Les suppositions et la plus crédible, ce serait en fait qu'ils prêtent ces crypto-monnaies-là à des professionnels, à des plateformes d'échange par exemple, ou à d'autres acteurs du marché en fait qui auraient besoin d'emprunter des crypto-monnaies. Très bien, c'est une possibilité. C'est effectivement ce que ferait également Celsius ou Nexo. Le truc c'est que à aucun moment il est écrit noir sur blanc qu'est-ce qu'ils font avec les fonds. Il n'y a pas en fait de document officiel qui explique qu'est-ce qu'ils font avec les fonds. Donc ça pour moi c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que très bien ils prêtent les fonds à des pros, à des plateformes d'échange, à des institutionnels, à tout ce que vous voulez. Ok. Premièrement, dans quel but? Ils font quoi avec? À qui? Je pense que la moindre des choses, ce serait quand même de savoir à qui est-ce qu'ils prêtent et quelles sont les garanties qui sont demandées. Parce que quand on prête des fonds, il faut quand même demander des garanties. Là, en fait, on sait rien. Donc, on ne sait pas en fait comment aujourd'hui Crypto.com gère son risque. Donc ça, pour moi, c'est un problème parce que quand je prête mes fonds, j'ai envie de savoir quand même un minimum de choses sur qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Est-ce qu'ils vont le prêter? Si oui, avec quelle garantie? À quel taux? À qui? Alors, je peux bien comprendre qu'ils peuvent pas tout donner, mais ils pourraient au moins expliquer un minimum, noir sur blanc, qu'est-ce qu'ils font. Là, pour le coup, on a une opacité qui est, à mon sens, inacceptable. C'est inacceptable, en fait, de pas savoir ce qu'ils font. On est, en fait, dans le monde des cryptos, dans le monde de la blockchain. Vous prêtez, en fait, vos fonds à une entité centralisée. Vous ne savez pas ce qu'ils font avec et ça vous dérange pas. Je comprends pas. Donc, on est tout le temps là, en fait, à critiquer le système financier traditionnel qui a des pratiques également extrêmement opaques. Mais là, ça n'a pas l'air en fait de déranger grand monde qu'une entreprise dans les cryptos fasse pareil. Moi, ça me dérange parce qu'on est en fait dans le monde des cryptos et pour moi, blockchain égale transparence. Et là, c'est tout sauf être transparent. On ne sait pas ce qu'ils font. Donc pour moi, c'est un problème. Attention, là, je dis que c'est un problème vis-à-vis en fait de crypto.com, mais c'est pareil pour Nexo, c'est pareil pour Celsius. Il n'y a pas en fait de document qui explique aux clients, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec vos fonds. On ne sait pas. Alors il faut aller chercher. Il faut aller chercher très très loin, dans les forums, dans les lives. Mais honnêtement, est-ce que vous pensez vraiment que les clients, ils ont que ça à faire, à aller regarder en fait toutes les conférences en live pour aller voir si un jour, le CEO, il a répondu à une question? Non. Ça, c'est pas sérieux en fait. Il faut un document officiel qui explique à ses clients, voilà, qu'est-ce qu'on fait de vos fonds. Ça, ce serait une boîte qui serait transparente. Malheureusement, c'est pas ce qu'ils font aujourd'hui et pour moi, c'est un problème. Ensuite, il y a une deuxième supposition. C'est, ils font du trading avec parce que dans les conditions générales, ils peuvent changer en fait, donc convertir vos cryptos en d'autres crypto-monnaies. Attendez, faire du trading, c'est autre chose que de prêter des fonds à des pros. Ça, c'est vraiment une étape supplémentaire. Déjà en termes de risque, on n'est pas du tout sur le même niveau de risque, mais en plus de ça, d'un point de vue légal, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Parce que je vous rappelle que dès lors qu'on fait du trading avec de l'argent de particuliers, c'est extrêmement encadré. Il faut très souvent des licences pour ça, il faut des accords des régulateurs. Quand vous prenez en fait l'argent des particuliers, que vous le mélangez et que vous essayez en fait de trader avec pour générer de la plus-value, ça, c'est un fonds d'investissement. Et un fonds d'investissement qui gère l'argent des particuliers, c'est extrêmement encadré. Et c'est pour ça en fait que très souvent, on fait pas ça avec les particuliers, on fait ça avec les investisseurs accrédités. C'est beaucoup plus simple et il y a beaucoup plus de souplesse et beaucoup moins de contraintes. Donc là, en fait, s'ils font du trading avec vos fonds, d'une part, vous ne le savez pas. D'une deuxième part, je doute que ce soit vraiment fait dans les règles, on va dire, qui sont imposées en fait par les différents régulateurs, sachant que là, en plus, ils sont en Europe. Donc honnêtement, j'en doute fortement et j'espère vraiment que c'est pas ça qu'ils font parce que honnêtement, si vous recevez 4, 5, 6% par an alors qu'ils font du trading avec vos fonds, honnêtement, là, vous vous faites un petit peu avoir. Hein. Normalement, quand vous prêtez vos fonds et qu'il y a une opération de trading qui va être générée, vous récupérez l'intégralité de la performance qui va être générée, sauf qu'ils vont juste récupérer des frais liés à la performance et également ils peuvent appliquer des frais de gestion. C'est un fonds d'investissement, tout simplement. Mais si là, en fait, vous prêtez vos fonds, vous ne savez pas ce qu'ils font avec, peut-être du trading, et vous acceptez quand même de recevoir 4, 5, 6%, alors que peut-être que eux, ils en génèrent peut-être 50,
Je suis désolé en fait, mais là ça ressemble à des produits en fait d'assureurs. Voilà, c'est ce que proposent en fait les assureurs aujourd'hui aux particuliers qui leur vendent en fait des magnifiques produits d'investissement bien marketés où on vous garantit en fait des rendements, mais au final vous êtes quasiment tout le temps perdant et c'est l'assureur qui gagne. Honnêtement, ça me fait vraiment penser à ça. Donc je pense pas pour le coup que ce soit du trading. Ne sortez pas en fait l'argument du trading à chaque fois. C'est pas la première fois que je le vois. C'était pareil avec BitConnect. Je me rappelle que quand on demandait en fait comment est-ce que BitConnect générait du rendement, il y avait tout un tas en fait de fanatiques de BitConnect qui nous disaient mais si ils font du mining, ils font du trading. Comme si en fait le trading c'était l'excuse absolument pour justifier n'importe quel rendement. Arrêtez avec ça. Ça c'est pas ce qui se passe dans la réalité. Donc effectivement, ils peuvent convertir vos crypto-monnaies en d'autres crypto-monnaies, mais une fois de plus, la question en fait qui devrait immédiatement en fait arriver en fait dans votre tête, comment est-ce qu'ils se protègent de la volatilité, comment est-ce qu'ils gèrent leurs risques. Je veux dire, si vous déposez en fait du Bitcoin et qu'ils le convertissent, donc déjà ils le convertissent en quoi? En stablecoin, ok, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain le Bitcoin prend 10%, ils prennent une perte de 10%. Donc comment est-ce qu'ils font pour vous rendre l'intégralité de vos bitcoins? Donc vous voyez que il y a une gestion du risque, il faut gérer la volatilité. Donc c'est bien joli en fait qu'ils peuvent convertir vos cryptos, mais c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux, d'autant plus convertir des actifs qui sont extrêmement volatiles. C'est encore plus dangereux. Donc honnêtement, tout ça, une nouvelle fois, ce n'est pas marqué en fait dans les conditions générales. Donc ça c'est vraiment à mon sens un problème. Maintenant, on va quand même être un petit peu positif. Si ils prenaient beaucoup de risques, à mon sens, je pense qu'on l'aurait déjà vu. Notamment pourquoi? Parce que quand il y a des crises, c'est là en général où on voit les choses qui sont un petit peu bancales, où il y a un petit problème de gestion des risques. Et quand le Bitcoin perd 40-50% en l'espace de quelques jours, en général, ça fait le ménage. C'est quand même bien censé en fait faire le ménage à tous les niveaux, et c'est ce que justement ça a fait. Mais à mon sens, s'ils prenaient vraiment beaucoup de risques, je pense que maintenant on l'aurait vu. Par rapport à la baisse qu'on a eu en fait sur le marché, je pense que ça aurait bien purgé. Et à mon sens, s'ils prenaient vraiment beaucoup de risques, je pense que là, on l'aurait vu qu'il y aurait eu des problèmes de retrait, etc. Donc c'est pas forcément ce qu'on a eu. Donc c'est pour ça que je me dis, à mon avis, je pense qu'ils gèrent quand même correctement les choses. Voilà. Faut savoir que dans une crise, c'est souvent là en fait où on voit les choses qui étaient vraiment bancales, mais qu'on arrivait à masquer quand tout allait bien. Et c'est en général dans une crise, pour imaginer un petit peu, c'est quand la mer se retire, que les cadavres apparaissent. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec Wirecard. Ils ont essayé en fait de masquer quelque chose en fait qui était déjà présent depuis des années. Ils arrivaient à le faire tant bien que mal quand tout allait bien, mais quand on tombe dans une crise, en général, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là, en général, on voit tout un tas de scandales financiers. C'est pendant les crises, parce qu'on peut pas les cacher. Donc là, à mon sens, c'est pareil. Il y a déjà eu une forte baisse. Ça fait maintenant plusieurs mois. Pour l'instant, il y a rien. Donc j'estime que ils font pas de trading, à mon avis, et ils gèrent correctement leurs risques. Mais de nouveau, on ne sait pas concrètement, marqué noir sur blanc, officiellement, dans un communiqué, qui explique à leurs clients, voilà qu'est-ce qu'on fait avec vos fonds. Et moi, tant qu'il n'y aura pas ça, je vais en aucun cas y déposer de grandes quantités d'argent. Oui, je vais un petit peu tester en mettant 500, 1000 euros, etc. Ok, en fonction, bien évidemment, de vos finances, mais pas plus. Pas plus parce que pour moi, il y a un risque qui est beaucoup trop important et l'opacité pour moi, c'est un risque. Ensuite, deuxième question. Pourquoi est-ce que le MCO prendrait de la valeur? Ça aussi, c'est une question qui se pose. Pourquoi? Parce que vous achetez du MCO. Premièrement, pour utiliser en fait leur service. Deuxièmement, il faut en acheter, on va dire 50 pour avoir la carte de leur carte de débit en fait qui donne un petit peu de cashback, 2%, qui vous permet en fait pour l'instant d'avoir accès à Spotify qui va être remboursé, etc. Donc, à mon sens, c'est la plus intéressante. Donc, 50 MCO. Ça équivaut quand même à peu près à 180 euros. Donc, ce qui est intéressant pour vous, ce serait quand même de savoir, est-ce que vos 180 euros, vous allez en recevoir une bonne partie? Est-ce qu'ils vont prendre de la valeur ou est-ce qu'ils vont perdre de la valeur? Parce que s'ils perdent de la valeur, en fait, c'est un frais caché. C'est-à-dire que si vous payez 180 euros pour avoir accès à un service, que dans 6 mois, vos 180 euros maintenant ne valent plus que 140 euros, ben vous avez payé 40 euros au final. D'accord, c'est une perte, donc c'est un frais pour moi, c'est pareil. Donc vous voyez que au final, c'est quand même important de voir si le MCO, il est voué à prendre de la valeur ou pas. Encore plus, ceux qui ont été jusqu'à 500 MCO, là c'est beaucoup plus d'argent pour le coup, on est quasiment à 2000 euros.
pour avoir accès notamment à 2% de plus de rendement sur le service Earn et à une carte qui donne un cashback et des avantages qui sont supérieurs. Là, pour le coup, si vous mettez 2000 euros, mais que dans 6 mois, ces 2000 euros sont tombés à 1500 euros, là, vous prenez une perte de 500 euros. Donc, j'espère vraiment que vos 500 euros ont été compensés par tous les services de crypto.com. Donc, c'est pour ça que c'est quand même, il faut pas juste se dire, OK, c'est super, je bloque mes MCO et dans 6 mois, j'aurai accès, je pourrai les revendre. Oui, mais s'ils perdent de la valeur, il faut quand même le prendre en compte. Donc, l'une des choses qui m'a été dite en fait dans les commentaires, c'est que oui, mais il y a un nombre très important de MCO qui sont bloqués, donc stakés. Effectivement, pour avoir accès à la carte, il faut bloquer par exemple la carte Ruby, il faut bloquer 50 MCO durant 6 mois. Donc effectivement, donc déjà, premier point, c'est que le blocage ne dure que 6 mois. Il est également vrai que si vous voulez profiter du service Earn pour recevoir un rendement qui est supérieur, là pour le coup, il faut bloquer 500 MCO. Donc ok, tout ça en fait, ça incite à une seule reprise d'acheter des MCO. Et c'est bien important en fait de comprendre à une seule reprise. Ça veut dire quand vous créez votre compte et que vous voulez utiliser leur service. Moi par exemple, j'ai utilisé leur service, j'ai mis 50 MCO, point barre. Maintenant, j'ai aucune raison d'acheter de nouveau des MCO. Et ça, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que le fait que on bloque les MCO, ok, c'est très bien. Ça réduit l'offre en circulation. Mais c'est pas suffisant pour que ça prenne de la valeur. Il faut qu'il y ait une demande. Et cette demande, il faut qu'elle soit constante pour maintenir un prix, soit en augmentation. Et ça va de soi que si il y a une offre qui réduit avec une demande qui justement augmente, là, il y aura une prise de valeur qui va être extrêmement forte. Beaucoup plus que si l'offre reste stable. Bien évidemment. Donc le staking, le fait en fait que les tokens soient bloqués, c'est un argument, effectivement, qui va en la faveur d'une prise de valeur à condition qu'il y ait une croissance dans la demande pour ce même token. S'il n'y a pas de croissance dans la demande, si personne n'est vraiment intéressé par l'acheter, et ben au final, le prix ne prendra pas de valeur. Donc justement, pour imaginer un petit peu tout ça, je vais vous mettre 6 projets. Donc 6 projets qui ont un certain pourcentage de tous leurs tokens en circulation qui sont bloqués dans du staking. Donc c'est pas exactement similaire à crypto.com, mais le principe reste plus ou moins le même. Donc là en fait je vous mets le graphique ci-présent avec 6 projets. On a en premier en haut à gauche Atom avec 94% de ces tokens qui sont stakés. On a ensuite le Synthetix qui est au milieu en haut, 83% qui sont bloqués. Le Tezos en haut à droite, 80% de tous les Tezos qui sont stakés. En bas à gauche, on va avoir le projet Algo, 73%, Dash, 50% et EOS, 50% également, un tout petit peu moins, 48%. Voilà. Donc déjà, est-ce que le fait de systématiquement avoir un certain pourcentage de cryptos qui sont bloqués, ça a forcément une incidence positive sur le prix? Non. Là, on le voit. On voit par exemple le projet Atom, 94%, c'est énorme, c'est quasiment tous les tokens en circulation qui sont stakés, qui sont bloqués. Et ben on voit que au final le prix, il fait pas forcément que monter. Même là, il a plus tendance à vouloir baisser qu'à vouloir monter. Après, le projet Synthetix et Tezos, pour le coup, il y a une sorte de tendance haussière effectivement. Mais est-ce que c'est uniquement lié au fait qu'il y a un fort pourcentage de tokens qui sont bloqués? Ben non, pas que, c'est un des facteurs, mais il y a tout un tas en fait d'autres éléments clés fondamentaux qui font que le prix augmente autant. On regarde par exemple Algo, 73%, le prix a fortement chuté et maintenant il est plus dans une phase de consolidation. Donc il n'y a pas eu du tout en fait de tendance haussière. Pourtant, 73% sont bloqués. Dash, c'est un projet aussi qui est extrêmement flagrant. Pourquoi? Il y a plus de 50% qui sont bloqués depuis très longtemps maintenant dans les masternodes. Depuis 2017, le projet ne fait que baisser. Précision, ces graphiques-là, c'est contre le Bitcoin, bien évidemment, parce que moi, je pars toujours du principe que si c'est mieux d'avoir du Bitcoin, c'est inutile d'avoir autre chose. Donc, si ça ne performe pas par rapport au Bitcoin, autant directement avoir du Bitcoin. Et ensuite, le projet EOS, pareil, depuis plusieurs années, il ne fait que baisser et pourtant, le pourcentage de staking ne fait que lui augmenter. Donc, vous voyez que pour le coup, il n'y a pas une relation directe entre prise de valeur et pourcentage qui vont être bloqués. Donc, c'est important de bien comprendre que c'est pas juste le seul facteur. Maintenant, si on regarde les deux tokens qui vont nous intéresser à nous, le CRO et le MCO, là, je vous mets le graphique,
on a le CRO en haut et le MCO qui est en bas. Qu'est-ce qu'on voit? C'est flagrant que le MCO, depuis qu'il existe, il n'a pas pris de valeur. Par rapport au Bitcoin, il ne fait que soit consolider, stagner ou baisser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a 2 ans, 3 ans, vous aviez acheté en fait du MCO, aujourd'hui, vous auriez perdu de la valeur par rapport au Bitcoin. Donc ce n'est clairement pas intéressant de le conserver. Sur une longue période de temps, c'est plus intéressant d'avoir du Bitcoin. Ça, c'est ce que nous dit en fait ce graphique. Et on commence quand même à avoir un certain recul maintenant de plusieurs années parce que le token existe quand même depuis maintenant plusieurs années. Le CRO, pour le coup, on voit une dynamique un petit peu différente. Il y a eu effectivement une phase de spéculation toujours quand il va être listé, puis une phase après de baisse. Il se passait plus grand chose durant quand même de nombreux mois. Ensuite, le prix a commencé un tout petit peu à réaugmenter, puis il y a eu une accélération récemment depuis quelques mois. Donc là, déjà, en fait, on voit que le CRO est beaucoup plus amené à prendre de la valeur, alors que le MCO, pour le coup, pas du tout. Et la raison plutôt, elle est plutôt simple. C'est qu'il n'y a aucune raison d'acheter du MCO, sauf quand vous allez créer votre compte pour avoir accès à la carte, par exemple, et profiter en fait des services Earn. Vous achetez une seule fois 50 MCO, 500 MCO, et après, vous n'avez plus besoin d'en acheter. Et ça, c'est un gros problème parce qu'il faut qu'il y ait une demande en continu. S'il n'y a pas une demande en token en continu, malheureusement, la valeur ne pourra pas augmenter. C'est même pour ça, je pense que là, elle ne fait que stagner ou baisser. Pour le CRO, c'est un petit peu différent. Il y a pas mal de spéculations vis-à-vis du lancement de la blockchain parce que le CRO est un token natif à la blockchain future de CRO. Pourquoi future? Parce qu'elle n'existe pas encore à l'état de production. On ne peut pas encore s'en servir aujourd'hui. Elle est uniquement disponible sur le réseau de développement, donc le réseau de test. Et justement, par rapport à ça, je vais faire un petit parallèle avec le projet EOS. Alors EOS, c'était un projet qui était listé en token ERC20 sans que la blockchain ne soit prête. Pareil pour le CRO. Il est actuellement listé en tant que token ERC20. La blockchain n'est pas encore disponible en production. Donc pas encore lancé, on dit en mainnet, donc le réseau principal de production. Donc tant que le réseau n'est pas lancé, il y a beaucoup de spéculation. On spécule sur plein de choses. Pour EOS, on spéculait sur plein de choses. Ça va être hyper rapide, ça va être une nouvelle blockchain qui va détruire Ethereum, vous allez voir. Ça va être le nouvel Ethereum, c'est plus rapide, c'est décentralisé, etc. C'est le proof of stake. Enfin voilà, il y a plein de choses qui arrivaient en fait comme argument pour justifier le fait que l'EOS, ça allait être vraiment une révolution. Au final, il y a eu beaucoup de spéculation. Le token était listé en fait très facilement dans le top 20 de CoinMarketCap. Même il est monté beaucoup au plus haut que ça en fait dans le classement. Hein. Même le top 10 dans mes souvenirs. Sans qu'il y ait une quelconque blockchain qui soit lancée en production. Et qu'est-ce qui s'est passé quand la blockchain a été lancée? Mais rien, justement, il s'est rien passé. Comme très souvent, il se passe rien. Comme avec le halving, il se passe rien. Quand une blockchain est lancée, et ben en général, c'est plus la douche froide. Pourquoi? Parce qu'une blockchain qui est lancée, c'est la première version. Très souvent, elle n'est pas complète. Il y a juste les fonctionnalités en fait de base. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc il y a beaucoup en fait de déception et on se met à vendre les tokens. Et c'est pour ça en fait que depuis le lancement de la blockchain EOS sur le mainnet avec le swap du token, et ben en fait le token ne fait que perdre de la valeur. J'ai peur qu'il se passe exactement pareil pour le CRO. On fait que spéculer sur le lancement de la blockchain en fait de crypto.com. Le jour où elle sort, au final, on se dit ah en fait c'est pas si intéressant que ça. Ah oui en fait c'est pas si révolutionnaire que ça. En tout cas pas pour l'instant. Et donc boum, il y a une perte d'intérêt envers le token et il repère beaucoup de valeur. Donc faites attention, tout ce qui prend de la valeur n'est pas forcément bon. On l'a vu avec EOS, tous ceux qui ont acheté en fait des EOS extrêmement chers, ça fait maintenant des années qu'ils le regrettent et ils auraient mieux fait en fait d'être en Bitcoin. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important. Je trouve que le parallèle, il est quand même assez similaire par rapport au lancement d'une blockchain, par rapport à un token qui est fortement valorisé, alors qu'il n'y a pas encore de blockchain. Donc faites attention par rapport à ça. Le fait qu'un token soit fortement valorisé n'est pas forcément un gage de qualité. Ça, c'est aussi important, il faut bien le prendre en compte. Tout comme un token qui prend de la valeur, ça ne veut pas dire que le token est intéressant. Ça ne veut pas dire que c'est pas un shitcoin. Il y a plein de shitcoins qui prennent de la valeur parce qu'on s'amuse avec et qu'on manipule les gens. Voilà. Donc ça, il faut aussi bien en être conscient. Je vous rappelle également que le token de BitConnect était listé dans le top 15 et il avait une valorisation globale
de, je crois, 500 milliards en 2017. Donc ne croyez pas en fait qu'un token qui est en fait forcément dans le top 15 et qui prend de la valeur est forcément bon. Absolument pas, d'accord? N'oubliez pas qu'il y a énormément de manipulation. Ce que je rajouterai également sur le token, c'est que le token, il a un gros point noir, c'est le fait qu'il y a un flottant extrêmement faible. Donc ça veut dire que le nombre de tokens en circulation, il est extrêmement faible. Pour le MCO, c'est 50%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Crypto.com détient 50% des MCO qui pourront exister un jour parce que tout a été déjà créé. Et le CRO, 17%. Donc ça veut dire que 83% de tous les CRO sont aujourd'hui dans la main de Crypto.com. Et ce qui est encore plus problématique, c'est qu'il n'y a aucune émission programmée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le Bitcoin, il y a une inflation qui est programmée. Donc on sait exactement, dans 10 ans, on sait exactement combien il y aura de Bitcoin qui auront été créés. Pour le CRO, pour le MCO, vous n'en savez rien parce que c'est vraiment à la guise du projet Crypto.com. Et si on s'est embêté à essayer en fait de faire des systèmes programmés d'émissions, c'est justement qu'on a plus confiance en un logiciel qu'en des êtres humains. Voilà, on le voit de nouveau avec la Banque centrale. Est-ce que vous préférez avoir une inflation qui est contrôlée par des robots ou par des êtres humains? Voilà. En général, l'être humain fait toujours des conneries. Voilà, c'est de la nature humaine. Tous les humains font des conneries. Alors que justement, si on confie ça à un robot, qu'on programme tout ça à l'avance, pour le coup, c'est beaucoup plus rassurant pour l'investisseur en tout cas. Donc, ça aussi, c'est un risque à prendre en compte. Donc voilà un petit peu pour l'analyse des token. On va terminer avec un petit sujet qui est également assez important sur le fait en fait qu'il n'y a pas d'argent magique. On ne gagne pas de l'argent par magie, sinon ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors, sauf avec la banque centrale, ou les banques centrales plutôt, qui peuvent faire absolument tout ce qu'elles veulent et imprimer autant d'argent qu'elles le souhaitent, mais ça c'est malheureusement quelque chose auquel vous n'avez pas accès. Alors quand il y a un rendement, il y a un risque. Ça c'est vraiment important de bien le prendre en compte. Dans les conditions du service Earn, il est bien précisé, en gros, noir sur blanc, vous n'avez aucun droit, vous n'avez aucune assurance, vous n'avez pas la moindre protection. Donc ça veut dire que si jamais il y a des pertes à encaisser, c'est vous qui allez les encaisser et personne d'autre. C'est quand même super clair. Donc ça veut clairement dire que c'est vous qui endossez absolument tout le risque. Risque que vous ne connaissez pas. Et ça, pour le coup, c'est un gros problème. Vous ne connaissez pas en fait le risque parce que vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'ils font exactement avec vos cryptos. Donc ça, pour le coup, c'est quand même un certain problème. En tout cas, moi, je trouve que c'est un sacré problème. Donc, quand il y a rendement, il y a risque. Ne croyez pas, parce que le rendement est affiché à l'avance, qu'il n'y a pas de risque. Ça aussi, c'est très important. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui font cette erreur-là, qui ne comprennent pas qu'il y a un risque justement, et que oui, vous pouvez récupérer un rendement, mais que votre capital, il peut perdre de la valeur et il peut être mangé si jamais il se passe un incident. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et ça, c'est valable pour tous les produits qui existent aujourd'hui. Quand vous placez votre argent sur une assurance vie avec un rendement garanti chaque année qui est aujourd'hui un petit peu moins de 2%, est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas de risque? Est-ce que vous croyez que parce que le rendement est garanti, ça veut dire que si vous placez 10 000 euros, vous allez récupérer vos 10 000 euros? Non, c'est complètement faux. Alors pourquoi on a cette sensation qu'il n'y a pas de risque? Parce que le risque, et surtout en France, il est effacé très souvent par l'État. Il va y avoir l'État en fait qui va venir et vous dire le risque, vous inquiétez pas pour lui, c'est nous qui prenons tout en charge. Et c'est pour ça que sur les assurances vie, il y a des assurances qui vont jusqu'à 70 000 euros pour vous assurer en fait d'une potentielle perte. Ça peut être une faillite de l'assureur par exemple. Mais ça veut dire qu'il y a un risque. Quand vous placez en fait votre argent et qu'il y a du rendement, il y a un risque. Sur une assurance vie fonds en euros, votre argent, il est investi. Il est investi dans des actions, mais principalement dans des obligations, des obligations d'État. Donc ça veut dire que si un État fait faillite, vous prenez une perte. Ça, il faut bien le comprendre. Mais cette perte va être encaissée soit par l'assureur, soit par l'État directement pour vous faire croire qu'il n'y a pas de risque. Mais il y a pourtant bien un risque. Pour les SCPI, c'est l'immobilier papier. Même principe. Les SCPI, il y a cette sensation qu'il n'y a pas de risque
parce que tout simplement, il n'y a pas de cotation en temps réel. Donc, la valeur, en fait, ne fluctue pas. On sait qu'il y a un rendement à peu près de 5%. On se dit, c'est génial. Je vais mettre 100 000 euros. Il y aura un rendement de 5% et il n'y a pas de risque. C'est complètement faux. Une nouvelle fois, votre argent est pris. Il est investi dans des projets immobiliers. Si les projets immobiliers sont foireux et ils font perdre de l'argent, vous allez prendre des pertes. Donc, une nouvelle fois, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas d'investissement sans prise de risque. Quand vous donnez en fait vos cryptos à crypto.com et qui génère un rendement par exemple de 6% sur vos bitcoins, il y a un risque. Ne croyez pas en fait que crypto.com va vous donner en fait, parce qu'ils font de la charité, 6% sans aucune prise de risque. Il y a une prise de risque et là où c'est vraiment dangereux, c'est que vous ne savez pas quels sont les risques pris. Et en fait là, on pourrait faire un parallèle avec les assureurs et les assurances vie. Il y a une opacité extrême aujourd'hui sur les assurances vie. On ne sait pas exactement comment est-ce qu'ils gèrent les fonds. C'est exactement pareil avec crypto.com. On ne sait pas exactement comment est-ce qu'ils gèrent les fonds. Et pour un projet qui est lié justement à la blockchain et aux crypto-monnaies, pour moi, c'est vraiment décevant. Alors bien sûr, comme j'ai pu le dire, il y a crypto.com, mais ce ne sont pas les seuls. En fait, pour moi, toutes les entreprises centralisées qui proposent ce type de service, ils ont une opacité qui est telle qu'on ne sait rien. Et pour moi, c'est un gros problème. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant de prêter ces crypto-monnaies par des services de DeFi, donc de finances décentralisées, parce que là, on comprend, on sait ce qui se passe, on sait ce qu'ils font avec nos fonds et on sait surtout ce qu'ils ne font pas. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. La DeFi, il y a beaucoup moins de risques, même s'il y a également des risques. Ne croyez pas que c'est sans risque. En tout cas, on connaît beaucoup plus les risques. Et justement, en parlant de risques, on va terminer en fait cette longue vidéo une nouvelle fois. Mais j'espère en tout cas que vous apprenez beaucoup, en tout cas sur la méthodologie que j'applique. Quels sont les risques aujourd'hui liés au projet Crypto.com, plus dans la globalité. Le premier des risques, c'est que Crypto.com dépend d'entités centralisées qu'elle ne tiers en fait, tout simplement. Donc, par exemple, quand elle va émettre des cartes de débit, c'est pas elle qui le fait. Elle passe par un prestataire. Si demain, ce prestataire, justement, on l'a vu, fait faillite, ces cartes ne fonctionneront plus. Alors, sauf si bien sûr il est racheté, etc. Mais en tout cas, c'est un risque. Si demain, on lui dit, en fait, ton activité, on l'accepte plus, du jour au lendemain, les cartes ne fonctionnent plus. Donc, si demain, le régulateur européen dit, non, c'est fini, vous n'aurez plus accès au réseau Visa ou Mastercard, de nouveau, si Visa ou Mastercard ne veulent pas en fait que Crypto.com ait accès aux cartes de débit, ils vont le dire tout simplement au prestataire qui va leur couper les accès. Donc il y a une énorme dépendance de tout un tas en fait d'entités centralisées. Et leur business model repose quand même beaucoup sur leur carte qui est elle extrêmement vulnérable. Donc ça, il faut premièrement bien le prendre en compte. C'est un risque qui est extrêmement important. Et honnêtement, c'est déjà arrivé plein de fois que les licences soient perdues, soit par les sociétés, par exemple comme Wirecard, soit qu'on dise tout simplement à des entreprises comme Crypto.com qu'on arrête de travailler avec. Premier point. Ensuite, la régulation pourrait clairement mettre un coup d'arrêt à leurs opérations. Clairement, en un claquement de doigts, si demain on dit non, on ne veut plus en fait que il soit possible de créditer des cartes de débit avec des cryptos, et ben en 2 secondes c'est fini. Vous ne pourrez quasiment plus utiliser en fait leur service. Donc il y a vraiment un risque énorme aujourd'hui de la part d'entités centralisées, donc de sociétés tiers et même du régulateur et même des régulateurs européens. Ensuite, l'autre risque, c'est un modèle qui n'attire qu'avec des opérations marketing intéressantes pour les clients. Et le risque, c'est que ça n'attire en fait que les mauvais clients. Ça veut dire ceux qui vont pas forcément leur apporter beaucoup. Très souvent, et c'est pas péjoratif du tout, mais les clients qui sont attirés par l'argent facile, c'est pas souvent ceux qui auront des gros moyens et c'est pas souvent ceux qui vont rapporter beaucoup à une entreprise. Donc, est-ce que ça pourrait pas être un mauvais parti pris? Peut-être. Après, il n'y a pas vraiment de stats malheureusement précises sur les clients, les profils des clients, savoir combien est-ce qu'ils déposent d'argent, etc. Ce serait bien en fait qu'on ait des informations précises par rapport à leurs clients. Donc il y a quelques informations, mais c'est pas encore hyper précis. Ensuite, un MCO qui ne prend pas de valeur dans le temps, voire même pire, qui en perd. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que leur service va vous coûter de l'argent. Et si ça perd beaucoup de valeur, il pourrait même vous coûter beaucoup d'argent. Et ensuite,
un risque aussi qui est extrêmement important, aucune politique claire quant à l'utilisation de leurs tokens. Dans leur documentation officielle, vous regardez en fait leur livre blanc, il n'y a rien d'indiqué quant à ce qu'ils vont faire des tokens. Voilà, on sait qu'ils vont les mettre, ok, donc ils vont mettre ça dans tel portefeuille, ça dans tel portefeuille. Ce portefeuille-là va servir à faire ça, faire ça, mais c'est tout en fait. Il n'y a pas de contraintes vraiment imposées. Alors oui, certains portefeuilles, ils vont être bloqués durant X années, très bien, mais au bout de X années, ils font ce qu'ils veulent en fait. Donc il n'y a pas de politique claire, comme avec le Bitcoin par exemple. Le Bitcoin, on sait précisément, l'Ethereum, on sait précisément combien d'Ethers vont être émis. Chaque jour, on le sait, chaque année, on le sait, et dans 10 ans, on le sait également. C'est programmé, c'est beaucoup plus rassurant. Il y a une inflation qui est contrôlée. Là, il y a une inflation qui n'est pas contrôlée et qui est au bon vouloir de la société directement. Donc bien sûr, le but de l'entreprise, ce n'est pas en fait de plomber son token, même ses tokens. Ça, je veux bien le croire. Mais quand bien même, rappelez-vous que si justement on a fait des systèmes complètement automatisés, c'est pour éviter que des êtres humains aient à prendre des décisions. C'est toujours mieux sur le long terme. Voilà. Donc j'espère que tout ça maintenant c'est bien clair. Il n'y aura pas d'autres vidéos sur le sujet. J'estime que 2 vidéos c'est amplement suffisant. Et il faut également comprendre que toutes ces questions, toutes ces analyses, tous ces risques ne sont en rien corrélés avec l'expérience utilisateur. J'en ai vu plein en fait qui m'ont dit mais c'est pas normal que tu poses des questions, que tu parles de risques, etc. T'as pas dû utiliser en fait leur application, elle est géniale, etc. Alors oui, du côté utilisateur, c'est génial. Il y a une application qui est extrêmement simple, qui est bien faite, qui est assez intuitive. On peut rapidement en fait déposer du cash. On peut rapidement le convertir sans aucun frais. Il y a le service Earn qui nous rapporte une rémunération. On peut commander leur carte. Oui, le côté utilisateur pur, il est super. Mais quand vous investissez, il faut pas regarder que ça. Il faut regarder en fait tout ce qu'il y a derrière. Et c'est souvent ça en fait qu'on n'a pas envie de faire. Parce que oui, c'est compliqué. Parce que oui, il faut se poser des questions. Et parfois, on n'a pas envie en fait de se poser des questions qui pourraient déranger. On préfère croire que tout va bien. Et ça, c'est malheureusement, je pense, une trop grosse erreur que font beaucoup trop de personnes. Voilà. Donc j'espère que tout ça maintenant, c'est clair. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit like pour le soutien. N'hésitez toujours pas à débattre dans les commentaires. Alors, certains également m'ont dit « Oh, mais tu fais de la censure !» Non, non, moi je censure uniquement les personnes qui m'insultent. Par contre, les personnes qui m'insultent une fois ne peuvent plus jamais en fait mettre de commentaires sur plus aucune vidéo. Donc, même si un jour vous écrivez un message qui n'insulte pas, si vous l'avez fait une seule fois, il n'y aura plus jamais de message de votre part. Moi, j'ai pas que ça à faire. Le message, il part directement à la poubelle. Voilà. Donc, n'hésitez pas à débattre dans l'espace de commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. On va un petit peu essayer de voir ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies, voir où est-ce qu'on pourrait aller. Est-ce que c'est intéressant de se positionner? Est-ce qu'on part sur un altcoin bull market? Est-ce que le Bitcoin va nous donner une jambe baissière? Bref, il y a plein de questions à se poser. Donc, on verra ça la semaine prochaine. Dimanche prochain, même heure. Je vous dis bon dimanche et bonne semaine.